Rebonjour une fois de plus, comme je le disais dans la première partie de la vidéo. Ici, je vais vous montrer et démontrer en quoi est-ce que les trois aspects que j'ai cités premièrement dans cette première partie sont assez cruciaux pour les systèmes d'IA génératifs. Donc, le premier aspect, évidemment, c'est la puissance des IA, donc la puissance des LLM. Comment la machine, votre IA générative, quel que soit ChatGPT, DeepSeek, etc. que vous utilisez là d'ailleurs, comment ces IA vous comprennent et utilisent en fait, manipulent derrière vos prompts, vos instructions. Ça, c'est, disons, pour l'aspect de recherche d'informations et évidemment d'indexation et de génération de textes. Il y a aussi le second aspect que l'on va voir dans cette vidéo, qui sera l'aspect de la faiblesse de ces systèmes en question. Et pour la fin, on terminera par la dangerosité. En quoi est-ce qu'un système d'IA génératif tel que DeepSeek ou ChatGPT peut être très très néfaste pour quelqu'un dans un secteur donné. Donc sans plus tarder, vous ouvrez alors ici, vous voyez bien mon écran. Donc ici, ça c'est Google Colab. C'est un éditeur donc de développement en ligne de Google évidemment, qui est assez très très facile à manipuler. Vous ouvrez Google Colab et vous entrez premièrement donc ici, vous importez donc ces bibliothèques. OK? Alors, ici, je devrais pas le faire là dans cette ligne, c'est justement à titre illustratif, bien sûr. Vous affichez en clair mon API key ici. Alors, cet API key, c'est mon API key côté OpenAI que j'ai ici dans cette au niveau de mon compte. Je vous le montre parce que vous allez rien faire avec, parce que une fois cette vidéo présentée, je vais révoquer cette clé. Donc là, pour l'instant, je vais la laisser là. Comme si il faudrait pas que j'appuie là, sinon le test ne sera pas assez effectif. Donc, je reviens, je fais annuler. Donc, vous créez, c'est assez très simple pour créer une nouvelle API key. Vous cliquez là, vous tapez un nom et puis le système vous générera une nouvelle API key. Donc, continuons, donc revenons ici au niveau du code. Donc en Python évidemment, qu'est-ce que je fais ici? Alors, pour vous expliquer, ce que je suis en train de vous montrer premièrement, c'est la capacité pour l'IA générative, pour le LLM, de comprendre un message donné tapé par l'utilisateur. Alors, j'ai ouvert par exemple DeepSeek ici, ok? Donc ici, vous entrez un prompt. Côté ChatGPT, pareil. Vous pouvez également entrer un prompt. Je suis en train de vous montrer ce qui s'effectue tout de suite dès lors que vous allez cliquer sur valider à partir du moment où vous aurez tapé votre prompt, comment le système derrière va s'exécuter, ce qu'il fera, etc. Donc, c'est ça le but de la première partie donc de mon message. Donc ici, ok, j'importe les bonnes bibliothèques, je vais pas revenir là-dessus. La méthodologie, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est à titre illustratif. Jamais vous n'affichez ici en clair une API key. Vous la récupérez à partir d'une variable d'environnement, donc vous créez un fichier derrière, etc., qui va contenir votre API key en question. Si vous utilisez par exemple du cloud, prenez des services en ligne assez dédiés là-dessus. Bon, ça c'est assez simple pour comprendre l'intérêt, bien évidemment, l'aspect sécurité et tout le reste. Alors, j'ai défini ici une fonction getEmbedding pour dire en fait que le message de l'utilisateur, donc user message. Donc c'est l'instruction ou le prompt que l'utilisateur entre ici ou là. Ça, c'est cette variable-ci qui va nous permettre de récupérer ce message en question. La fonction getEmbedding, c'est crée-moi une représentation vectorielle de ce message en question. J'ai parlé donc dans la première partie de la vidéo ce que était la représentation vectorielle. J'en ai déjà fait des vidéos là-dessus pour vous montrer en quoi est-ce que la représentation vectorielle était justement un des aspects clés de la recherche de la génération du texte dans les systèmes d'intelligence artificielle, donc les LLM ici en question. Alors ici, header, vous avez ici en fait un dictionnaire qui va récupérer donc des clés et des valeurs, bien sûr. Content type, l'application, récupération sous forme JSON, et bien sûr une autorisation du fait que j'ai entré mon API key
côté OpenAI. Donc, à partir d'ici en question, d'ici jusque-là, le LLM en question sait qui je suis parce qu'évidemment, j'ai défini une fonction qui s'appelle getEmbedding et je lui demande de me générer une représentation vectorielle du message de l'utilisateur, etc. Mais à ce stade, bien évidemment, on ne peut pas dire que je suis complètement assez clair dans mon propos pour la machine. Je dois continuer à donner des instructions à la machine, c'est-à-dire que je dois définir un input, donc la donnée effectivement, qui est donc user message, et là, l'aspect très très important, quel modèle d'embedding j'utilise. Alors, il faut me reconnecter côté Google. Quel modèle d'embedding je souhaite utiliser? Alors, dans la représentation vectorielle, il faut savoir que ChatGPT a évolué, donc que ce soit depuis la version 2, 3, 4 et potentiellement demain avec la 5e version. Les modèles d'embedding n'ont cessé d'évoluer. C'est-à-dire que dans une représentation vectorielle, plus on va avoir de composantes pour un vecteur donné, cela voudrait dire que le modèle, en théorie, est riche par rapport à un autre qui n'en a pas assez. Donc, je vous donne un exemple très simple. Un vecteur en dimension 3, donc A, B, C ou X, Y, Z, on va considérer que ce vecteur, en termes de représentation de la donnée, de représentation vectorielle, est beaucoup plus riche qu'un vecteur de dimension 2, X, Y ou AB, en termes de composantes. Et donc, par extension, évidemment, ici, nous manipulons des vecteurs de très, très grande dimension. Text Embedding ADA 002 est un modèle de représentation qui contient 768 dimensions. Ok. D'autres modèles sont beaucoup plus riches que ce modèle en question, mais c'était justement pour vous montrer la capacité de ces IA à récupérer des modèles d'embedding assez puissants. Je pense qu'il y a un autre modèle ayant 3072 représentations. Bon bref, voilà l'intérêt d'avoir, en fonction de votre contexte, parce que évidemment, si vous êtes dans des contextes déjà assez définis, toujours est-il que il est peut-être préférable de prendre un modèle par rapport à un autre. Ça reste aussi une question, bien sûr, qui s'étudie dans le fond. On ne choisit pas un modèle d'embedding au hasard, bien évidemment. Mais je voudrais vous spécifier ici dans mon code, en fait, quel type de modèle d'embedding je récupère. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que le message que l'utilisateur va taper, donc va entrer ici, là, dans cette interface, côté ChatGPT ou là, côté DeepSeek, ce message va être décomposé en 768 dimensions, 768 composantes. OK? Ensuite, donc la réponse, je demande une requête, j'envoie une requête de type donc pour récupérer les données sous forme JSON avec l'appel de la requête ici côté OpenAI. Donc d'où pourquoi il fallait spécifier un dictionnaire ici en entrée de cette fonction. Alors, après là, je mets juste quelques contrôles pour m'assurer que ma fonction, en fait, va bien s'exécuter et s'il y a des erreurs ou pas, identifier rapidement les erreurs dans le code. Maintenant, entrons dans l'aspect qui vous intéresse peut-être le plus, c'est que je fais un test maintenant de cette fonction. Donc, le message que j'entre ici, user message, Michael Jordan a pris le dernier tir de la victoire en 98 lors du match 6 des Bulls contre Utah. Alors, bon, ça, c'est une information, je suis au courant, je sais, enfin, vous le savez, de toute façon. Donc, lors des finales NBA en 98, Michael Jordan inscrit le panier de la gagne du match 6 des playoffs finales contre Utah Jazz. Et, bon, ça reste un moment assez mythique dans l'histoire du basket. Donc, voilà le prompt. Donc, c'est quelque part, c'est ce que l'utilisateur ici tape tout à fait là. OK? Ou là. Et après, il clique sur Entrée. OK? Ce qui se passe maintenant, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de vous présenter ce qui se passe derrière. Qu'est-ce que la machine fait avec cette entrée? Alors, il y a, premièrement, je vais vous afficher ici
là, dans la suite de mon code, j'ai mis quoi? J'ai mis print embedding, cette ligne-ci, pour vous montrer les composantes de la décomposition vectorielle de cette phrase. C'est ce que vous avez ici. Bon, je peux réexécuter le code, mais voilà, hop, donc ça se réaffiche là. Cela veut dire quoi? Ici, ce que vous voyez là, embedding, ok. Alors, c'est très long, hein. Alors, il y a des flottants à l'intérieur, évidemment. Donc, voici les composants. Ça, c'est un vecteur. Et chacun des nombres que vous voyez ici sont des composantes de ce vecteur. Le vecteur, évidemment, qui représente la phrase que j'ai saisie en entrée, ici. Cette phrase ici. Et si je souhaite savoir combien de composantes j'en ai pour ce vecteur d'embedding, j'ai défini ici la fonction print pour afficher le nombre de dimensions. Donc, je fais réexécuter. Hop, voilà, 1536. Donc, ici, j'ai en termes de nombre de dimensions, 1536. Alors, je pense que tout à l'heure, je vous ai peut-être dit, alors, à vérifier, hein, mais alors, text embedding, alors, je me suis trompé, c'est 1536 dimensions. J'avais dit 768, mais bon. Donc, ici, ça voudrait dire que c'est 1536. OK. Dans tous les cas, ça ne change rien à mon propos. L'idée, c'est de vous montrer que lorsque l'utilisateur saisit une phrase ici, en entrée, donc du modèle, le modèle, vous avez choisi un modèle d'embedding qui va décomposer votre prompt, la phrase de l'utilisateur, en un vecteur d'embedding, avec donc des composantes, etc. Maintenant, on va poursuivre la suite de la démo. Ceci est très important parce que c'est à partir maintenant de cette décomposition vectorielle que le système d'intelligence artificielle va être capable d'aller rechercher dans son corpus, dans son vocabulaire, dans son entraînement, etc., dans ses données, les données les plus pertinentes en fonction justement des similarités de vecteurs. Et pour cela, il y a des techniques derrière qui permettent d'affiner et donc par la suite de vous trouver l'information clé qui correspond à votre recherche en question. Pour cela, j'ai pris un exemple ici où on va comparer pour un assistant qui préconise l'achat de véhicules en ligne ou bien qui met en relation des vendeurs et des acheteurs pour des véhicules d'occasion ou des véhicules neufs. Alors, voici deux textes par exemple. Premier texte, je veux acheter une voiture. Et le deuxième texte, je cherche un véhicule d'occasion. Supposons que nous soyons donc en ligne dans une plateforme qui met en relation les vendeurs et les acheteurs. L'utilisateur qui pose la question, je veux acheter une voiture, et l'utilisateur qui pose, un autre utilisateur qui pose la question, je cherche un véhicule d'occasion. Une fois entrées ces phrases-là, le système devra fournir des annonces de véhicules d'occasion ou de véhicules neufs quasiment similaires, puisque les phrases sont assez très proches dans le contexte. Ok. Comment cela est représenté par la machine? Tout cela se représente par le fait que on va comparer les vecteurs d'embedding de ces deux phrases-là en question, comme tout à l'heure. Alors, donc, la phrase qui représente le vecteur d'embedding du texte 1, voici le vecteur en question, ici. Bon, voilà, pareil, toujours 1536 puisque j'utilise le même modèle d'embedding. Et pour la seconde phrase, la voici. Alors, en général, quand on veut s'assurer que à peu près, hein, à coup d'œil, mais c'est déjà le cas, juste vérifier que on a bel et bien deux textes qui sont, comme je vous l'ai dit ici, vous voyez bien que sémantiquement et dans le contexte, on a quasiment les deux phrases qui vont dans le même sens. Ici, vous voyez que la première composante est quasiment, alors à partir de la troisième décimale, 0,23, même chose que la seconde phrase. Ici, bon, alors on a peut-être 1, mais de manière globale, si vous comparez composante par composante, vous allez vous rendre compte que les deux vecteurs sont assez proches. Le problème, c'est que nous sommes
humain, entre guillemets, et il est difficile pour nos yeux de représenter 1536 composantes dans un espace vectoriel donné. En dimension 2, c'est assez facile, x, y. Dimension 3, bon, ça va encore, mais à partir de 4, 5, etc., ça devient très très difficile pour l'œil de détecter la manière dont les deux vecteurs sont assez proches les uns des autres. Dans tous les cas, la magie des mathématiques fait que lorsqu'on représente en dimension aussi grande soit-elle, deux vecteurs ayant des composantes, donc ici 1536, on est capable de s'en assurer du rapprochement ou de la proximité de ces deux vecteurs en question. Pour être sûr que ces deux vecteurs en question, donc, qui ne sont que des représentations vectorielles donc de ces deux phrases, sont assez très proches les uns des autres, on va calculer ce que l'on appelle le cosinus similarité. Donc la similarité du cosinus de ces deux vecteurs. C'est tout simplement la notion du produit scalaire que l'on utilise en mathématiques, que vous avez vu au lycée en classe de 3e, il me semble. En tout cas, si le programme n'a pas changé. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher donc le calcul justement de cette similarité cosinus entre les deux textes. D'accord? C'est cette ligne ici qui va nous l'afficher. Donc je fais exécuter. Donc j'ai ici similarité cosinus entre les deux textes. J'ai la valeur de 0,91. Alors donc c'est bel et bien la preuve que les deux textes sont assez très proches les uns, enfin les deux vecteurs, mais par conséquent derrière bien sûr les deux phrases, parce que les deux vecteurs ne sont que des représentations vectorielles mathématiques de ces deux phrases en question. Alors juste un petit rappel, le cosinus est une valeur comprise entre -1 et 1. Donc ici évidemment 0,91 est une valeur assez proche de 1. Donc, ce qui veut donc dire que nos deux phrases in fine à travers les représentations vectorielles respectives de ces phrases en question sont assez proches. Ok. Voilà en quoi est-ce que il est important de comprendre la notion de représentation vectorielle, parce que cela voudrait dire, je le rappelle une fois de plus, que dans l'implémentation d'un assistant en ligne, donc un chatbot ou un agent conversationnel, lorsque des utilisateurs plusieurs utilisateurs posent ce genre de phrases ou de questions, puisque les phrases sont assez similaires en termes de recommandations, par exemple sur des plateformes en ligne telles que Netflix, etc., vont vous montrer des films assez proches parce que vous avez posé les uns des autres des questions assez similaires sémantiquement et contextuellement. Et c'est ce qui se passe derrière. On calcule, dans ce cas, une similarité cosinus à travers des représentations vectorielles. Et donc, par un mécanisme de décodage, le système vous donnera des films qui sont proches parce que vous avez posé des phrases assez contextuelles très très proches. Maintenant, parlons de la faiblesse de ces systèmes en question. La faiblesse de ces systèmes en question, c'est que si les données qui représentent le modèle ne sont pas assez riches et variées et que l'implémentation n'ayant pas été réellement établie dans les règles de l'art, vous allez avoir des données qui ne sont pas cohérentes et donc des informations erronées, fausses et quasiment aberrantes. Maintenant, sur le dernier aspect qui est très très important et critique, c'est l'aspect de dangerosité de ces systèmes en question, où là, délibérément, on souhaite induire l'utilisateur dans un contexte assez dangereux. Et c'est un des aspects qui me semble très très critique à avoir en tête lorsqu'on déploie un système d'intelligence artificielle de type LLM. Pour cela, je vais prendre ce contexte. Alors, retenez donc, vous avez bien compris le fait que le système, dans un premier temps, il récupère votre phrase. Ce qui se passe, c'est que à travers donc le modèle d'embedding que vous avez choisi, spécifié ici, dans mon cas, j'ai pris ce modèle d'embedding, ok, de 1536 composantes pour un vecteur. Donc, ce qui veut dire que chaque phrase saisie par l'utilisateur va être décomposée, représentée sous forme de composantes, 1536 composantes.
Maintenant, si je me place dans des contextes assez critiques tels que le secteur médical, ici en l'occurrence, je souhaite vous démontrer que, en tant que concepteur, je peux proposer des recommandations, d'une part justes et d'autre part fausses, mais délibérément en fonction de la tête de l'utilisateur, en fonction du client, entre guillemets. Vous voyez bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, pour être plus clair, c'est que si je suis quelqu'un d'assez malhonnête et que je souhaite fournir à une catégorie de personnes, d'utilisateurs, de bonnes informations et à d'autres de mauvaises informations, je peux également le faire. Et si la deuxième partie, donc la catégorie des utilisateurs pour lesquels j'ai fourni une mauvaise information, ne prête pas attention aux informations que le système va générer en sortie, cela sera très très dommageable pour eux, surtout lorsqu'il s'agit d'un secteur assez critique tel que la médecine, le secteur médical. Ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors, pareil, on définit une fonction, donc cosinus similarité. Nous avons donc deux vecteurs, donc qui sont des représentations vectorielles des requêtes des utilisateurs. Première catégorie des utilisateurs et deuxième catégorie des utilisateurs. Là, ici, on me retourne en fait la valeur donc du cosinus de ces deux vecteurs en question. L'angle que l'on a entre ces deux vecteurs. Donc ici, ça, j'ai le retour à partir de cette ligne de code. Maintenant, dans la base de données en question, l'élément essentiel, c'est quoi? C'est que vous prenez la première catégorie des utilisateurs. Cette première catégorie des utilisateurs posez la question suivante. Quel est le médicament le plus efficace pour une toux aiguë? OK? Vous prenez également la deuxième catégorie des utilisateurs qui a posé la question suivante. Quel est le médicament à prendre pour une toux aiguë? Regardez, faites un peu attention aux deux questions. Ici, quel est le médicament le plus efficace? OK? Ici, c'est quel est le médicament à prendre pour une toux aiguë? Dans les deux cas, nous avons des deux questions qui vont dans le même sens et par conséquent, on s'attend à ce que le système d'intelligence artificielle, donc par exemple ChatGPT qui est en sortie ou DeepSeek en sortie, vous fournit aux deux utilisateurs, deux catégories d'utilisateurs, les mêmes réponses. Parce que, alors, disons que l'utilisateur faisant partie de la première catégorie a spécifié le plus efficace, donc a été un peu plus spécifique dans sa question. Et le deuxième utilisateur faisant partie de la deuxième catégorie n'a peut-être pas spécifié le plus efficace, mais dans tous les deux cas, on devrait avoir pour un système intelligent une réponse liée à une information sur le fait que le médicament devrait être le plus efficace ou le plus à même à prendre pour les deux catégories d'utilisateurs. Parce qu'évidemment, les phrases sont assez riches, enfin assez proches et riche en contexte pour pouvoir être assimilé. Alors, le fait est que quand vous regardez cette base de données, donc qui est une miniature de ce qui se passe de manière macroscopique au sein de ces grands modèles de langage, c'est que ici dans cette base de données, vous voyez bien que dans la première catégorie des utilisateurs, vous avez pour cette question, la première question, donc la première catégorie des utilisateurs, un score. Donc, un score qui lie la réponse ou la fiabilité de la réponse posée par l'utilisateur vis-à-vis de sa question. Et donc, ici, dans la première catégorie, nous avons un score assez proche de 1. Donc, 100% entre guillemets, donc 0,99. Donc, c'est une bonne recommandation. Par contre, en revanche, ici, dans la deuxième catégorie, dans une forme, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je suis un concepteur malhonnête, vous avez un score assez faible, donc parce que évidemment, le score a été délibérément orienté pour que cette deuxième catégorie d'utilisateurs n'obtient pas une très bonne recommandation. Et le score ici a été de manière délibérée inscrit ou pointé vers 0,10.
Ce qui va faire quoi? Ce qui est assez dangereux ici pour le système d'intelligence artificielle que vous utilisez, parce que dans le test que j'effectue ici, par exemple, ici, donc, quel est le médicament le plus efficace pour une toux aiguë? Disons que ça, c'est une bonne question. Deuxième question, quel est le médicament à prendre pour une toux aiguë? La question est similaire, mais je vais vous démontrer que le test peut être dévoyé. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va calculer les similarités à partir donc des informations de la base de données ici, ok, pareil. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que le système va fournir à la première catégorie des utilisateurs, par exemple, donc le score de recommandation étant riche, donc le plus intéressant et correspondant justement à la requête, à la bonne réponse, donc 99%, le système va recommander le très bon médicament, donc le médicament le plus efficace. Par exemple, ici, le système pourra répondre en sortie, prendre un sirop sans sucre de type phytothérapeutique, par exemple, pour la première catégorie des utilisateurs. En revanche, pour la seconde catégorie des utilisateurs, la question étant toujours similaire, pareil, même orientée, on aurait pu s'attendre à la même réponse. Sauf que comme dans la base de données en miniature ici, le score ayant été délibérément orienté vers un score très faible, donc la recommandation sera une très mauvaise recommandation. Donc ça va pointer sur le nom d'un mauvais médicament. Par exemple, ici, ce serait ici prendre la poudre de perlimpinpin, par exemple. Parce que, évidemment, ici, vous avez là. Alors, j'écris poudre 2 fois. OK. Je vais réexécuter le code. Hop, voilà. Donc ici, la deuxième catégorie des utilisateurs obtient le nom de ce médicament. Bon, on sait très bien ce que ça veut dire, la poudre de perlimpinpin. OK? La question maintenant que je vous pose, c'est que si cette deuxième catégorie de population, donc des utilisateurs, n'est pas assez attentive face aux informations que le LLM fournit, bah, elle ira prendre cette recommandation, ce médicament, qui ne guérit en réalité aucune maladie et potentiellement risque de se retrouver dans un cercueil. En revanche, comme vous avez pu voir ici, la première catégorie des utilisateurs ici sera sauvée parce que de manière délibérée, dans la représentation vectorielle, on a bien vu que les phrases étaient assez proches les unes des autres. Donc en termes de représentation vectorielle, comme je vous ai montré ici, les deux vecteurs sont assez proches parce que le cosinus est proche de 1. Sauf que si maintenant dans la base de données vectorielle, la première catégorie des personnes, nous avons une première catégorie dont le score, une fonction a été associée pour lier la fiabilité du médicament, donc de la recommandation, ici à presque 1 et de l'autre côté à presque 0. Cette première catégorie des utilisateurs aura des bonnes réponses, des réponses cohérentes, riches et variées. Par contre, la deuxième catégorie, en réalité, utilisera un système biaisé parce que le concepteur à la base a décidé ainsi de manière délibérée. Ça, c'est un cas très critique dans le secteur médical. Vous allez peut-être me dire que ces systèmes sont corrigés, etc. Certes, mais voyez la dangerosité de ce qui peut se tramer derrière lorsque l'on met en place ces systèmes d'intelligence artificielle. Vous prenez DeepSeek, il y a certaines questions que vous ne pouvez pas poser si vous posez des questions de politique sur le Parti communiste chinois et de même ChatGPT. Donc, l'idée de considérer une base de représentation, c'est que derrière, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires et quand bien même certaines informations sont inscrites, toujours est-il que faites attention à ce que vous allez avoir en sortie de votre interface donnée. Et en fonction du contexte dans lequel vous vous retrouvez, vous devez d'autant plus faire attention. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et j'espère que ça a été très clair pour mieux comprendre ce qui se trame derrière dès lors que vous entrez des prompts ici.
et qu'en sortie, vous avez des réponses des utilisateurs. Je suis pas entré à aller très très loin dans d'autres détails techniques parce qu'il fallait simplifier pour dire par exemple que lorsque l'utilisateur entre ici une phrase de type, enfin son prompt, il y a la tokenisation qui se produit. Donc chaque mot justement dans cette phrase-ci va être traduit sous forme de token pour pouvoir lier le token à un identifiant et par la suite un vecteur d'embedding et par conséquent retrouver l'ensemble total du vecteur d'embedding en question. Bref, je verrai ça dans d'autres vidéos. Toujours est-il que l'idée essentielle de ce que je voulais vous montrer a été vue et faites attention justement quand vous utilisez ces systèmes d'intelligence artificielle, entre guillemets, je précise bien, parce qu'au final, ce n'est que de la manipulation extensive des notions mathématiques. Comme vous pouvez le voir, c'est un calcul assez simple. Notion d'espace vectoriel, d'accord? Notion d'embedding à partir justement des modèles, le calcul du cosinus, des vecteurs, etc. Et puis, la recherche vectorielle est effectuée. On se retrouve à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.